Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière où pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gaëlle. Gaëlle qui est sexothérapeute et comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de notre intimité, de notre rapport au corps et comment avoir une sexualité épanouie. Merci beaucoup à toi Gaëlle d'avoir accepté mon Merci invitation. à Je toi. suis ravie que l'on puisse aussi parler de ce sujet qui, voilà, nous touche toutes, hein, d'une manière ou d'une autre, et qui encore est souvent tabou. Donc, merci à toi d'oser le faire et de partager ce moment avec moi. Je suis vraiment, vraiment ravie. Mais je suis très contente d'être ici. Est-ce que déjà, pour commencer, tu voudrais bien nous en dire un petit peu plus sur toi, sur qui tu es et comment tu abordes aujourd'hui ta pratique? Oui, alors aujourd'hui, je suis sexothérapeute, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes pour les aider à avoir un meilleur épanouissement intime, donc qui n'est pas que sexuel, parce que l'intimité, ça regroupe beaucoup plus de choses. C'est le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à la sexualité, mais avant même la pratique, il y a quand même beaucoup d'autres questions avant. Voilà, j'accueille des personnes à plus ou moins long terme. À la base, j'ai commencé en étant la créatrice du magazine Le Cul bordé de nouilles, qui est un magazine intime, où on aborde toutes ces questions-là. Et au bout de, je dirais, 4 ans de magazine, à force d'avoir justement des personnes qui viennent me poser des questions, qui veulent des choses un peu plus soutenues, des réponses un peu plus fournies, ben, je me suis dit qu'il était temps en fait de les prendre en charge. Et du coup, c'est à la suite du magazine que j'ai créé le cabinet pour pouvoir finalement avoir une entreprise complète qui apporte des informations via des articles, mais qui aussi apporte une écoute, une bienveillance et un vrai accompagnement professionnel pour les personnes qui en auraient besoin. Ouais, je te remercie pour ça. Et puis c'est intéressant d'avoir, comme tu dis, déjà un support papier pour quand on est un peu curieux, pour déjà à prime abord, quand on n'ose pas forcément faire cette démarche-là. Parce que comme tu me le partageais, toi, tu es ouverte à accompagner tout le monde, entre guillemets, mais c'est surtout des femmes qui font a priori cette démarche-là quand elles se posent des questions, voilà, comme tu dis, par rapport à leur intimité, par rapport à leur rapport au corps, par rapport à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, par rapport à comment ça peut se répercuter justement dans leurs relations de couple et puis dans leur sexualité, quelles sont en général les demandes des personnes qui viennent te voir justement? Alors, j'ai majoritairement des personnes qui viennent me parler de libido. Parce que en ce moment, c'est de toute façon, c'est le problème de la décennie, c'est cette question de libido. Pendant très longtemps, on nous a appris, notamment aux femmes, à ne pas en avoir, ou si on en avait, à ne surtout pas en parler. Et maintenant, on est dans un mouvement où on en parle beaucoup, ce qui est très bien. Mais on a donc des personnes qui se retrouvent quand même entre les deux, de OK, maintenant j'ai le droit d'assumer ma libido, mais qu'est-ce que je fais si elle n'est pas hyper sexualisée? Parce qu'il y a un petit peu quand même ce concours de la performance, maintenant qu'on est libre, il faut qu'on soit sexuel. Alors que on n'est pas obligé, pas du tout. Et donc j'ai beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce milieu-là à se dire soit j'ai beaucoup de libido, est-ce que c'est normal? Soit j'en ai pas, est-ce que c'est normal? Mmh. Et j'ai souvent des femmes qui viennent alors qu'elles sont en couple et qui n'ont pas la même libido que leur partenaire. Et c'est plus ce moment-là de j'ai pas la même libido que mon partenaire, c'est un problème, qu'est-ce que je fais? Et des gens commencent par leur dire c'est pas un problème. Pas de fond. Si ça ne te pose pas de problème à toi, ta propre libido, il n'y a pas de raison que ça soit un problème. Donc s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Donc on part sur d'autres choses. Donc j'ai majoritairement des personnes qui viennent pour ça. Et puis après, j'ai aussi des femmes seules qui viennent parce qu'elles ont envie de se retrouver, de retrouver un meilleur rapport à elles-mêmes, à leur corps, à leurs désirs et de se sentir plus à même et plus légitime en fait d'être heureuse dans, dans ce domaine-là. C'est souvent des femmes qui ont été abusées, que ça soit physiquement ou psychologiquement, ou les deux malheureusement, qui décident en fait que ça y est, c'est bon quoi. Elles sont plus des victimes et il n'y a pas de raison qu'elles qu'elles continuent à être des victimes et elles ont envie de prendre justement leur pouvoir dans leur intimité et elles ont envie d'aller mieux. Et
C'est vraiment des personnes pleines de courage et c'est très intéressant de travailler avec elles. Ouais, je te remercie pour tout ça. Je te remercie d'oser en parler aussi, parce que c'est vrai que c'est important. Alors, j'ai plein de choses sur lesquelles rebondir à travers ce que tu viens de partager. Déjà, la notion de normalité, parce que ça, c'est un truc, un carcan que je trouve absolument terrible, effectivement, dans tout ce qui peut concerner notre intimité de façon générale, puis notre image de nous-mêmes par rapport à comment j'ai envie de m'habiller, comment j'ai envie d'être, en fait, simplement, déjà bah, dans le monde, hein, au quotidien, et puis en plus dans mon intimité de comment je peux être perçue. Parce qu'on a tous ce truc de, par exemple, hein, un exemple parmi d'autres, mais une femme qui a envie de profiter de sa vie parce que voilà, elle est en mode célibataire épanouie et qu'elle a juste envie de s'amuser, on va souvent la traiter de salope. Pardon pour le terme, mais c'est exactement ça. Et tandis qu'un homme qui fait exactement la même chose, au contraire, on va le flatter, il va passer pour un don Juan, etc. Donc, ce truc de la normalité, je trouve ça assez terrible de c'est quoi aujourd'hui être normal, avoir pareil, même au niveau des pratiques sexuelles, de rentrer dans certaines cases, de pas trop déborder. Alors, comme tu dis, il faut pas ne pas avoir, enfin, avoir une libido entre guillemets faible parce que sinon on passe pour quelqu'un de frigide. Par contre, il faut pas non plus avoir une libido débordante parce que sinon on passe pour quelqu'un voilà de gourmand, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas forcément simple d'arriver à se situer et à simplement se dire non mais en fait je suis simplement moi, j'ai envie, j'ai pas envie, parfois beaucoup, parfois pas beaucoup, et je suis juste ok avec moi-même de voilà, d'être moi et d'oser me dire que je suis pas forcément dans le tout ou rien, ce que je te partageais tout à l'heure, où soit je suis super égoïste parce que je pense qu'à moi, qu'à mon plaisir, à m'amuser, etc. Ou alors dans l'autre côté de ah oui, mais alors moi, mon obsession, c'est de faire plaisir à l'autre. Donc, si moi, je m'amuse pas trop ou que je focus pas trop sur mon propre plaisir, c'est pas grave. Par contre, à partir du moment où l'autre est satisfait, c'est OK. Donc, je trouve qu'il y a une espèce d'ambivalence comme ça qui est pas évidente à trouver son juste milieu dans ce que moi j'ai envie pour moi. Et puis, ce que tu partageais aussi par rapport aux femmes qui ont vécu des abus, exactement quels qu'ils soient, d'arriver à quelque part pas s'infliger une double peine. Alors, je peux concevoir à quel point c'est compliqué, mais quand on a déjà vécu quelque chose, comme tu le disais exactement, hein, qui nous a traumatisé, de se dire qu'à un moment donné, on a le droit aussi d'être heureuse et aussi dans ce domaine-là, que c'est pas une fin de non-recevoir et que parce que on a vécu certaines épreuves, euh, on n'y a plus le droit. Et je trouve ça vraiment génial et tu me le partageais tout à l'heure et je me permets de le dire maintenant parce que je trouve que c'est très important que tu travailles pas là-dessus. Et tu travailles d'ailleurs en partenariat avec des personnes qui accompagnent sur ces problématiques de blessures, d'abus, etc. Mais que toi, à ton niveau, tu leur permets vraiment, comme tu le disais, de se réapproprier leurs envies, de se réapproprier qui elles ont envie d'être à ce niveau-là et de pouvoir aussi s'épanouir en tant que femme de la manière dont elles le souhaitent à ce niveau-là. Et ça, vraiment merci pour ça parce que je trouve ça vraiment génial. Et souvent, quand on a des problématiques qui tournent un peu au niveau de notre intimité, de notre sexualité, etc., c'est pas toujours simple d'arriver à faire le premier pas, d'avoir quelqu'un qui nous parle déjà, d'arriver à tomber sur quelqu'un comme toi qui a une certaine approche, une certaine philosophie, où il y a vraiment du sens aussi derrière. Donc, déjà, pour arriver à peut-être recentrer un peu les choses, qu'est-ce que ça serait pour toi la définition d'une sexualité épanouie? Vaste question. Mais en vrai, je pense que la réponse, elle est un peu bateau, dans le sens où une sexualité épanouie, pour moi, c'est vraiment juste une sexualité dans laquelle on se sent bien. Mmh. Parce que quand j'entends se sentir bien, c'est vraiment par rapport à soi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure qui était très juste, c'est que cette question norme, alors déjà, il faut se rappeler que norme, ça vient enfin, ça veut juste dire le plus grand nombre. La norme. C'est pas normal et anormal, bien ou mal. C'est juste le plus grand nombre. Si le plus grand nombre de la population mangeait leur crotte de nez, ça serait ça la norme. Donc, il faut déjà rester bien conscient de ça. Et la norme, elle existe dans une situation géographique donnée, à un temps donné. Donc, la norme d'aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a 10 ans et c'est pas celle dans 5 ans. Donc, déjà ça. Euh,
Et, euh, et oui, du coup, on a tendance à toujours se référer un petit peu à ces normes-là, alors que l'intimité, au final, ça ne nous concerne que nous, sachant que la norme est toujours posée par rapport à ce que répondent les gens à certaines questions. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même beaucoup de gens qui ne disent pas toute leur intimité parce que ça les regarde, tout simplement. Donc la norme est complètement biaisée. Donc la norme, on s'en fout, tout simplement. Il ne faut pas s'y intéresser. C'est, voilà, ça n'a aucun intérêt pour soi. Donc, pour moi, être bien dans sa sexualité, dans son intimité, c'est ça. C'est trouver ses propres valeurs, ses propres limites, les choses qu'on aime et qu'on n'aime pas, et s'y sentir bien, tout simplement, et la vivre, être honnête avec soi, et, euh, et accepter en fait ce qu'on aime, et le faire tout simplement avec conscience, je dirais. Il faut être éclairé en fait sur son intimité. C'est quand même un des seuls domaines qui est gratuit et qui est sur nous et qui est juste fait pour nous faire du bien. Alors, si on pouvait en profiter plutôt que s'infliger des choses et voilà, et diaboliser la situation, ça serait quand même top. Il n'y a pas grand-chose d'agréable qu'on puisse complètement gérer dans la vie. Donc ça en fait partie. Et c'est un domaine où on peut vraiment être soi, où on peut exister à part entière. Donc, ouais, pour moi, être épanoui sexuellement, c'est ça. C'est exister et se sentir bien dans notre intimité. Bonne réponse en tout cas, je trouve. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu fais une vraie différence entre la sexualité féminine, la sexualité masculine, la différence de sexualité qu'il peut y avoir entre deux partenaires tout court d'ailleurs, et comment réussir au mieux à se conjuguer, parce qu'on dit souvent que la sexualité dans un couple, ça fait partie des choses qui le cimentent, qui en tout cas comptent et est important en tant que couple. Je ne sais pas si peut-être les personnes viennent d'ailleurs à deux, des fois te voir. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, en tout cas par rapport aux personnes qui nous regardent, pour arriver à s'accorder au mieux, j'ai envie de dire. Euh, pour l'instant, moi, j'ai pas de couple qui viennent, en tout cas pas ensemble, même si je les invite. Parce qu'en fait, c'est important. Bah, la communication, on le répétera jamais assez, mais c'est très important. Et le fait qu'il y ait un médiateur, sexothérapeute ou pas, mais le fait qu'il y ait un médiateur, ça peut permettre d'ouvrir certaines portes qu'on ne voit pas forcément. Euh, alors, je ne fais pas de différenciation entre une sexualité féminine et une sexualité masculine, pardon, euh, parce que c'est très compliqué aujourd'hui avec toute l'évolution nécessaire des gens, enfin du genre, etc., et que on n'est pas forcément obligé de se retrouver dans un genre ou dans l'autre. Et du coup, ça voudrait dire que nos sexualités, on ne sait plus trop où les mettre. Donc, je ne me base pas forcément là-dessus, je ne fais pas la différence. Par contre, je prends en compte les stéréotypes sociétals qu'on a sociétaux, qu'on a par rapport, je ne suis pas très sûre, mais qu'on a par rapport au genre. Parce que ça, il faut les prendre en compte parce qu'ils existent. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut remarquer que les femmes auront plus tendance à vouloir régler des problèmes, alors que les hommes auront plus tendance à passer un petit peu au-dessus en disant ça va passer. Donc, ça existe, mais je ne pense pas que ce soit une question de genre. Je pense que c'est vraiment une question d'éducation voilà, de stéréotypes qu'on a, et que la femme, on va plus lui demander d'apprendre à gérer les choses et l'homme à continuer. Donc, il y a un peu de ça. Et je pense que pour s'accorder dans un couple ou dans une relation à plusieurs, peu importe le format, c'est vraiment d'accepter ce qu'on ressent émotionnellement, physiquement, et de le partager. C'est pas toujours facile, et ça paraît être le conseil le plus simple du monde, mais c'est compliqué et il faut le faire. Il faut arrêter de présumer ce qu'il y a dans la tête et dans le corps de l'autre, parce qu'on n'en a foutrement aucune idée. Donc, quand on ne sait pas, on pose la question. Quand on veut que notre partenaire sache quelque chose sur nous, on n'attend pas qu'il le devine.
Je pense qu'un des pires trucs qui peut arriver dans des relations, c'est de se dire: «Non mais moi je pensais qu'il allait le deviner». Non, en fait, l'autre n'est pas devin, donc à partir de là, il peut pas deviner. «Oui, mais il me connaît, il devrait savoir». Bah non, en fait, on change, on évolue, que ça soit dans nos têtes ou dans nos vies, donc on n'attend pas que l'autre, devine des choses et juste on lui partage, on gagnera du temps, on gagnera, de l'espérance de vie parce qu'on va arrêter de stresser et de se prendre la tête. Donc vraiment penser à partager, surtout, sur ce qui est, émotionnel et intime. Si vous aimez qu'on fasse ça comme ça, ben dites-le. Attendez pas que l'autre devine et perdre 6 mois à avoir une sexualité moyenne parce que vous avez pas osé. Mmh. Il faut oser. Il y a pas de il y a rien de sale, en fait, dans la sexualité. Il y a pas mal de trucs salissants, mais ça, c'est pas très grave. Mais de sale, il y a rien. Donc il faut pas hésiter à avoir confiance et à assumer, en fait, et à partager. Et à partir de là, il y a pas de raison que ça fonctionne pas, même si c'est une question de libido, même si c'est, comme on disait tout à l'heure, le fait que ça soit ce qui revienne souvent, même si c'est le fait qu'on n'a pas la même libido que notre partenaire, ben, rien qu'en parler, ça évitera la frustration, la culpabilité, et du coup des disputes qui en ressortiront. Parce que quand on n'est pas en accord, avec, la personne qui partage notre vie, ben, ça va forcément déborder ailleurs. Mmh. Et si ça déborde ailleurs, ça risque de créer des problèmes qu'on n'arrivera plus à régler, alors qu'à la base, c'était peut-être juste, bah, moi, j'ai moins envie. Bah, cette phrase, si on l'a dit, c'est quand même vachement plus facile que de parler, je sais pas, tromperie ou paranoïa ou voilà, d'autres choses derrière, quoi. Donc il faut parler. Ouais, c'est hyper important ce que tu viens de partager et puis alors justement, qu'est-ce que peut-être tu pourrais, conseiller comme petit tips aux personnes qui peuvent être gênées ou peut-être timides dans une relation, voilà, qui débute ou même plus tard d'ailleurs, quand on a un peu envie, de se renouveler ou de tester d'autres choses et cetera et qui n'osent pas forcément justement, dire les choses, de façon très très cash, par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie, ce qui peut nous dégoûter, ce que peut-être que oui et puis, non, mais non. Tu vois, par rapport à toutes ces choses où, des fois, par rapport aux croyances et par rapport aux peurs que l'on peut avoir, on peut faire vite, comme tu le disais, des projections où on peut se dire que ça peut avoir une certaine connotation, donc du coup, on n'a pas envie d'être identifié à ça, donc du coup, on préfère garder pour soi et voilà, on partage pas. Comment on peut faire de façon, générale, hem, pour assumer en fait pleinement, ses envies, son désir, qui l'on est, sans avoir peur que ça soit mal perçu, sans avoir peur tout court en fait, quelle que soit la peur qui soit derrière. Alors c'est une très bonne question parce qu'en effet, comme je disais avant, le fait de communiquer, c'est le conseil le plus simple qu'on peut donner et pourtant c'est quand même le truc le plus dur à faire. Hem, il y a il faut penser que la communication, elle peut être sous plein de formes différentes. Hem, Encore plus aujourd'hui avec, tous les médias qu'on peut avoir. Le fait de communiquer, ça peut très bien être verbalement, on peut aussi passer par message. J'ai beaucoup de couples, en fait, qui ont du mal, à parler de choses un peu compliquées ou un peu intimes face à leur partenaire parce qu'il y a le regard, il y a voilà, il y a tout ce qui se passe entre 2 personnes. Alors que par message, ben, c'est un peu plus simple, ça laisse le temps aussi de choisir ses mots, ça laisse le temps à l'autre de répondre, donc ça peut être par écrit. Hem, Ça peut être, montré, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, «Je vais t'expliquer, par A plus B, comment j'aime, que tu fasses ça», bah, au lieu de le dire, ben, le montrer, tout simplement. Ça peut être amener son partenaire, je sais pas, si, mon truc, c'est de porter de la lingerie et que, j'ai jamais fait parce que j'ai jamais osé, bah, c'est amener mon partenaire directement dans un rapport où moi je porte déjà de la lingerie, sans forcément en parler. Hem, Ça peut être aussi expliquer qu'on n'a pas envie d'en parler. Mmh. Ce qui est très sain, en fait, de dire: «Ben, voilà, ça c'est ma limite, j'ai besoin de te dire des trucs, mais je suis pas capable de les dire, donc laisse-moi le temps». Ça peut être, j'ai des,
j'ai une patiente qui fait un truc très cool. Elle a un carnet de désirs où justement, c'est un souci de libido aussi entre elle et son partenaire. Et du coup, bah, ils ont un carnet qui est du coup la concrétisation de leurs envies. Et du coup, chacun, ils écrivent un petit peu dedans des choses qu'ils auraient envie. Et le carnet, il est toujours quelque part. Et l'autre a l'occasion d'aller le feuilleter ou pas. Et du coup, ça laisse quelque chose un petit peu en suspens. Donc, ça permet de faire exister bah, leurs désirs sans forcément que ça implique ou engrange une pression sur l'autre, ce que je trouve assez cool. Et, ouais, voilà, il y a plein de petites choses en fait à mettre en place pour accepter ça. Et puis, je pense qu'il faut aussi créer la confiance avec son partenaire et accepter en fait que ça puisse plaire ou que ça ne puisse pas plaire sans forcément que ça ait un impact négatif sur soi. Si on propose une pratique et que notre partenaire trouve ça euh, dégradant, ben, je pense qu'il faut parler un petit peu de qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qui pourrait faire que l'autre trouve ça dégradant. Et c'est plus la question de en quoi la sexualité pourrait être dégradante plus que la pratique. Donc, apprendre à discuter de ça. Et puis après, je pense qu'une des manières très chouettes de faire, c'est d'en parler sans parler de soi. C'est-à-dire parler d'intimité sans forcément parler de la nôtre. Et c'est ce que j'utilise avec le magazine. Et ça, par contre, j'ai pas mal de retours là-dessus et je trouve ça vraiment super. J'ai pas mal de couples qui utilisent les articles pour lancer des conversations entre eux. Donc, partager un article, partager un post Instagram qui parle de telle ou telle pratique et demander à l'autre, bah, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et commencer une conversation là-dessus sans forcément dire, moi, j'ai vraiment envie de faire ça. Mais juste, bah, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Et à partir de là, ah, bah, si tu trouves ça bien, tu trouves ça mal, c'est quelque chose qui t'intéresse pas, est-ce qu'on pourrait essayer ou pas? Mais au moins, ça permet déjà de parler de sexualité. Parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a dérangée quand j'ai commencé mon métier. C'est que bah, j'étais une jeune femme qui voulait travailler dans la sexualité. Donc, une fois sur deux, j'avais des personnes qui pensaient que j'étais prostituée. Et en général, l'autre côté, c'était plus hein, ah, tu vas parler de cul, ah, un truc un peu sale et pervers. Et du coup, je leur expliquais que non, quand je parle de sexualité, quand je parle d'intimité, je parle du domaine et non pas de moi. Et il faut vraiment apprendre à séparer les deux. Et en fait, ça évitera les tabous parce qu'il n'y a rien de tabou quand on parle d'un domaine. Quand je parle de cuisine, je ne parle pas de comment moi je cuisine. Je parle seulement de cuisine, comment on fait cuire des pâtes. Je t'explique pas ce que je mets dans l'eau. Donc, il faut aussi vraiment séparer ces choses-là. C'est que quand on parle de sexualité, on ne parle pas forcément de ce qu'on aime nous et de ce qu'on fait nous dans notre intimité. Et du coup, ça permet d'ouvrir en fait la conversation, la discussion sur ce domaine sans forcément s'impliquer. Et donc à partir de là, il n'y a plus de raison qu'il y ait de gêne, il n'y a plus de raison qu'il y ait de, ben, comme dit avant, de tabou, qu'il y ait de malaise ou quoi, parce qu'en fait, on ne parle pas de nous. Donc ça assainit en fait le sujet tout simplement. Complètement. Complètement, et c'est hyper important d'ailleurs, quel que soit le domaine de thérapie ou d'accompagnement, à la base, c'est quand même ça, hein, c'est quand même un des grands principes, c'est qu'on n'est pas là pour raconter notre vie ou de parler de nous, il n'y a pas de transposition à faire, au contraire, c'est vraiment d'avoir le plus de neutralité. Bien sûr que ça peut arriver ponctuellement de donner peut-être des exemples personnels dans l'expérience pour illustrer ce que l'on est en train de dire, mais en aucun cas pour raconter notre vie et se positionner par rapport à ce que peut vivre la personne que l'on a en face de nous. Et ça, c'est vraiment hyper important. Alors, par rapport à tout ce que tu viens de partager, je voulais justement qu'on puisse parler de deux choses qui me semblent hyper importantes dans ce domaine-là, qui sont la place des sentiments et la place de nos complexes. Parce que je connais beaucoup de personnes, et je sais que c'est quelque chose qui m'a impactée aussi, où par exemple, ils étaient très bien et vraiment très épanouis quand ils étaient voilà, un peu en mode célibataire, j'en profite, c'est pas très sérieux, etc. Et le jour où il y a eu du sentiment, le jour où ils ont envie d'aller plus loin avec une personne, de se poser et de construire quelque chose, bah, du coup, ça a été beaucoup plus compliqué
parce que voilà, ils avaient envie de bien faire, ils n'avaient pas envie de blesser, ils avaient envie d'être plus prévenants, etc. Et du coup, ça a été compliqué. Dans l'exemple que je donne, je pense plutôt à des copains, donc sur le côté masculin, mais peut-être que ça touche également les femmes. Du côté des femmes, et puis dans ce que moi j'ai pu expérimenter, il y a eu un grand passage au niveau des grossesses, au niveau de quand on est devenu Mmh. maman, quand on n'était plus juste un couple, mais qu'on est devenu aussi parent, et de tout ce qui se modifie aussi dans notre corps à ce niveau-là, dans notre relation où on était deux, on passe à trois ou peut-être à plus d'ailleurs. Et c'est pas toujours facile d'arriver à passer ce cap-là, arriver à garder du temps pour soi, à rester un couple et à garder cette intimité alors que on a un ou plusieurs bouts de chou qui nous prennent quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de place dans notre tête. Et puis la place de nos complexes, j'allais dire, mais tout au long de notre vie en fait. À partir de quand on est ado et que notre corps se modifie et pas toujours comme on aimerait, qu'on se sent un peu maladroit avec ça, et puis plus tard, alors c'est vrai que je parle plutôt du côté féminin parce que je parle de ce que je connais, mais par rapport à nos prises de poids ou au contraire nos pertes de poids, par rapport à une grossesse qui va modifier notre corps ou même par rapport à la ménopause, euh, comment toi c'est quelque chose que tu appréhendes justement, cette partie sentiment et cette partie complexe qui parfois prend un peu trop de place et nous empêche clairement de vivre les choses comme on a envie de les vivre en fait. C'est hyper intéressant parce qu'en effet, c'est des choses qui sont toujours en mouvance et hem et du coup, si ça bouge, notre idée face à ça, ça bouge aussi. Au niveau des sentiments, je pense que la notion, n'est pas enfin, comment dire? Je pense que l'intérêt, n'est pas forcément dans le sentiment, mais dans la perte. Dans le sens où, à partir du moment où on a des sentiments, en vrai, ce dont on a peur, c'est de perdre l'autre, de perdre ce qu'on a, ce qu'on chérit, la relation dans laquelle on est, et cetera, et que c'est cette peur de perte et donc de deuil final par rapport à tout ça qui, nous fait, stresser et quand on stresse, on fait les choses moins bien. Peu importe ce qu'on fait, dans tous les cas, quand on est stressé, on fait les choses moins bien. Et ça, c'est très intéressant parce que, c'est un travail d'apprentissage, hem, pardon, lié à c'est ça, qu'est-ce qui se passerait si je perdais tout ça? Et est-ce que si je perdais tout ça, est-ce que ça annulerait ce qui s'est passé? C'est un petit peu, ce truc, quand, il y a une personne qui vient de vivre une rupture amoureuse, «Oh, j'aurais jamais dû le rencontrer» ou quoi que ce enfin voilà, ce truc de on annule tout, comme ça il y a plus rien qui existe. Ce qui est légitime, hein, c'est un réflexe qu'on a, tous et toutes, de vouloir, nier complètement, ce qui s'est passé. Alors que je pense qu'on devrait apprendre à remercier les choses qu'on vit et les gens qu'on a dans notre vie et apprécier, en fait. Alors, oui, je t'aime, j'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai pas envie de te perdre. Il n'empêche que c'est une possibilité, mais pourquoi penser à cette possibilité alors que dans l'instant présent, je me sens bien et heureuse? Et voilà, c'est vraiment ramener aussi ce truc mais quand on a des sentiments, en fait, au lieu de flipper, pour, ce qui pourrait, se passer de mal, peut-être, en fait, apprécier le fait qu'on est bien et que les sentiments, c'est merveilleux et qu'on a la chance de vivre ça et se concentrer là-dessus et ça évitera justement, la peur, le stress, l'angoisse, la pression qui ferait que, du coup, on agit plus ou moins bien et puis, encore une fois, parler aussi de cette peur et de cette angoisse, à l'autre pour expliquer ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps pour pouvoir aussi être rassuré. C'est aussi comme ça que fonctionne un couple, ou une relation saine. C'est avoir l'occasion d'être rassuré par l'autre, dans ce qu'on est, dans ce qu'on vaut, dans la place qu'on a dans sa vie, dans la relation, qui peut apaiser aussi tout ça. Donc, ouais, au niveau des sentiments, je pense qu'il faut, apprendre à être très heureux d'en avoir. Parce que c'est merveilleux, en fait, d'avoir des sentiments et ne pas comparer
aussi les situations, comme tu disais, il y a ce truc d'être célibataire et d'être en couple. Quand je suis célibataire, j'ai un peu peur de rien parce que j'ai envie de profiter. Et quand je suis en couple, eh ben, c'est plus sérieux et il faut faire des choses plus peut-être pas strictes, mais plus cadrées, plus lourdes. En fait, non, on s'en fout aussi. Si, si tu as envie d'être un couple complètement libéré et profiter, que ça soit dans ton couple exclusif ou non exclusif d'ailleurs, on s'en fiche. Ou si tu as envie d'avoir, quand tu es célibataire, des choses plus strictes et plus cadrées, ben, ça existe aussi. Et pas comparer les deux états, parce que quand on compare les deux états, ben, on se rend compte qu'il y a toujours des choses qui nous manquent dans les deux. C'est quand on est célibataire, on se dit: «Ah, j'aimerais bien être en couple et avoir quelqu'un quand je rentre le soir», et quand on est en couple, on se dit: «Ah, j'aimerais bien être tranquille en fait, le soir», et c'est normal. Donc on ne compare pas et on crée, le cadre, parfait. Dans le sens où, cette notion de couple, qui est une notion qui me pose problème moi aujourd'hui, parce que le couple dont enfin, qu'on imagine, c'est pareil, c'est le couple normal, donc avec les codes de la société. Et en fait, ben, il y a absolument rien qui t'oblige à être comme ça. Donc, à toi de trouver le cadre de ton couple ou de ta relation qui te convient et dans lequel tu te sentiras au top, en fait, au top de tes performances, qu'elles soient intimes, émotionnelles, personnelles, objectifs de vie, etc., exaltation. Et tous les sentiments que tu as envie de vivre et toutes les émotions que tu as envie de vivre. Donc le cadre, il y a plus qu'à toi de le créer, à toi et à l'autre. Euh, Quand on est dans des relations, on fait ça plusieurs quand même. Et au niveau des complexes, ben, déjà, il faut accepter ouais, que c'est en mouvement, comme je disais au début, euh, notamment chez les femmes, dans le sens où nous, on est cyclique. Et ça, il faut le comprendre et il faut l'accepter. Nos émotions, nos pensées, sont tout le temps en mouvement avec notre cycle. Enfin, je rigole un peu là-dessus parce que moi, j'ai un cycle qui est très fort et des hormones qui sont très fortes à base de syndrome prémenstruel, etc. Donc, on s'éclate. Et bah, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'acceptais que mes pensées et mes émotions sont aussi liées à mes hormones et donc à mon cycle, et ben, je vis beaucoup mieux parce que ça m'évite les périodes où je me dis ah ben là je me déteste, ah je supporte plus tout le monde, est-ce que je suis à moitié folle parce que un coup je suis en colère, un coup je suis pas en colère. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ben non, que c'était juste lié à mon cycle, et ben grand apaisement pour moi, grand apaisement pour mon conjoint. Parce que aussi, il a compris les semaines où il faut pas trop me parler et les semaines où il faut me parler. Mais du coup, on se comprend parce que voilà, on a compris ça. Et encore plus du cycle au mois, du coup, en tant que femme, on a quand même un cycle de vie où on a ce truc de un moment on a nos règles, un moment on est réglé, un moment on les perd, on passe dans une autre phase. Et tout ça, ben, ça influe sur les changements de notre corps, ça physiquement, alors visuellement déjà, le fait de prendre du poids, de perdre du poids, quand on voit que rien que pendant un cycle menstruel, pendant nos règles, on peut prendre 3 kilos et les reperdre tout de suite après. Enfin, c'est pas facile quand même à se sentir à l'aise avec ça. Les grossesses, évidemment, qui changent énormément notre corps esthétique et notre corps en termes de fonctionnement et notre rapport à lui. Et du coup, il faut accepter ça, en fait, le fait que ça soit toujours en mouvement. Je pense qu'il faut aussi notifier les complexes physiques qui peuvent être changés ou pas, dans le sens où ben, il y a des choses qu'on n'aime pas et peut-être qu'on pourrait agir dessus. Euh, Est-ce qu'on a la force physique et mentale de le faire? Enfin, je pense notamment au poids. Si par exemple on se trouve en surpoids, et c'est vraiment lié à soi, hein, pas du tout lié à l'extérieur, mais si notre corps ne nous plaît pas parce qu'on se trouve en surpoids, est-ce que on peut le changer ou pas? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir? Et si oui, avec quelle énergie? Et finalement, si on ne trouve pas l'énergie de le faire, est-ce que finalement c'est un vrai complexe qui nous appartient ou c'est un complexe qu'on nous renvoie? Donc ça permet de se poser la question. Donc déjà, voilà, notifier ce qui est changeable ou pas. Et puis, bah, ce qui n'est pas changeable,
modulable, et ben, apprendre tout doucement à l'accepter. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui finalement peut nous donner du charme? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement donne un, un trait de caractère, un trait de vie? Je pense notamment à toutes mes amies là, qui ont eu des bébés et qui du coup ont eu leur corps pardon, qui a changé, notamment je pense aux vergetures sur le ventre, etc. Et j'ai une amie que j'adore qui a une très belle réflexion dessus. Euh, elle a de très grosses marques sur le ventre liées à sa grossesse et elle avait très peur en fait que ça la complexe. Et aujourd'hui, elle est très fière parce que en fait, c'est la preuve qu'elle a porté la vie, c'est la preuve que son petit il est là et que c'est elle qui a tout fait pour qu'il soit là. Et elle appelle ça des marques de tigre. Et parce que pour elle, c'est voilà, ça montre en fait que c'est une guerrière, que elle l'a fait du début à la fin et qu'elle est forte et que ça l'a rendue plus grande et plus forte de vivre cette expérience de maternité, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, hein, chacun son rapport à la maternité. Mais voilà, apprendre aussi à aimer ces trucs-là de ok, j'ai des cicatrices, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et, euh, si finalement ça raconte un morceau de notre vie, ben plutôt être encore une fois dans la gratitude face à ça. Parce que si on a des marques, c'est qu'on est encore là. Donc c'est qu'on est fort. Voilà, c'est qu'on est fort et puissant. Donc, euh, donc vivre un petit peu avec ses complexes par rapport à ça, c'est pas mal. Et voilà, comme dit, ceux qui peuvent être changés, les changer. Ceux qui peuvent pas être changés, bah, les garder et en être fiers. J'aime beaucoup ce que tu partages et je te remercie pour ça parce que transformer justement ces blessures, ces cicatrices que l'on peut percevoir comme une faiblesse en force, c'est exactement ce que je fais, c'est ce que je propose en tout cas en coaching et puis en conseil en image aussi. Donc je te remercie d'insister là-dessus parce qu'on voit à quel point ça peut toucher justement différents domaines de notre vie et à quel point on peut vraiment, mais des fois, se pourrir la vie avec ça et s'infliger un peu ce truc de double peine, tu vois, où déjà, voilà, on a eu des choses qui nous ont marqué d'une certaine façon, et puis on continue à les porter un peu comme voilà, un sac à dos méga lourd qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche de nous épanouir pleinement. Donc merci d'insister sur ça, je trouve que c'est vraiment important. Justement, par rapport au fait de déjà mieux se connaître, mieux s'appréhender soi-même avant d'être dans des attentes justement de l'extérieur, des attentes de son compagnon, des attentes de son partenaire qui parfois on met la barre un petit peu trop haut. Est-ce que selon toi, c'est important au niveau intimité d'arriver déjà à s'explorer et à s'appréhender soi-même avant ou en même temps, en parallèle, peu importe, de rentrer dans une intimité à deux ou à plusieurs, mais en tout cas d'être dans cette interaction avec l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est essentiel de se connaître et encore une fois, que ça soit physiquement ou psychologiquement, ça permet on va dire, de gagner du temps et le fait de, le fait de se connaître dans nos limites déjà, par exemple, de ce qu'on veut pas. En général, c'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on veut pas dans la vie que ce qu'on veut. Ouais. Mais c'est déjà très bien en fait de commencer par ça parce que ça permet de le dire à l'autre. Genre ça, c'est une limite que je ne peux pas dépasser. Si tu vas au-delà, je vais me sentir mal. Le fait que l'autre le sache, bah, ça évite qu'il y ait ce moment où il le fait et ça explose. Donc déjà, il y a ça. Et intimement, je pense que c'est essentiel dans le sens où, pareil, ça permet déjà d'avoir un vrai lien avec son corps. Notre corps, il nous appartient. Notre sexualité nous appartient. C'est pas parce qu'on décide de la partager exclusivement avec notre partenaire, avec qui on est en couple, monogame, exclusif, parce que c'est un choix. C'est pas parce qu'on utilise notre sexualité avec cette personne que notre sexualité ne nous appartient plus à nous-mêmes. Et ça, c'est très important parce que du coup, si elle m'appartient, c'est que c'est à moi de la gérer. C'est-à-dire que mon partenaire, c'est pas sa place de guérir mes blessures, c'est pas sa place de s'occuper de mes failles ou de mes faiblesses. Il peut m'aider, il peut être là, il peut me soutenir, mais c'est pas son rôle. Mon partenaire n'est pas un sauveur, que ça soit émotionnellement, relationnellement, mais encore plus intimement. Donc déjà ça, et du coup, puisqu'elle m'appartient, ça serait pas mal de la connaître, savoir ce que j'aime pas, que ça soit
de manière fantasmagorique ou pas, et physiquement. Et ça permet aussi justement d'avoir une sexualité un peu plus facile d'accès, je dirais pas plus épanouissante, mais déjà plus facile d'accès, de pouvoir guider un petit peu son partenaire, même si on est toujours surprise quand on est avec quelqu'un, dire mais ça je pensais que j'aimerais pas, puis finalement j'aime bien et puis tant mieux. Mais ça permet déjà de dire cette zone-là je suis pas prête, cette zone-là je suis prête, cette position ou cette pratique, etc. Ça permet déjà de voilà d'éviter je dirais un potentiel de traumatisme. On est tous différents. Il y a des personnes qui vont adorer la nouveauté et qui vont se sentir hyper à l'aise avec un partenaire qui prend une jambe et le bras et puis hop, c'est nouveau et c'est génial. Et je pense qu'il y en a d'autres pour qui ça peut créer des vrais traumatismes de dépasser des choses. Enfin, moi, je pars toujours du principe qu'on ne sait pas ce qu'a vécu une personne dans son passé. On ne sait pas ce qui a pu déjà la traumatiser ou pas. Et du coup, il faut faire attention avec les nouvelles choses. Je pense qu'il faut les amener tranquillement pour éviter de réveiller peut-être certaines choses. Et le fait de connaître son corps via notre propre expérience et ce qu'on a vécu, ça permet d'amener à notre partenaire quelque chose de plus safe, d'offrir un espace un peu plus bienveillant pour laisser s'épanouir la sexualité. Comme dit, l'idéal quand on est avec un ou des partenaires, c'est quand même d'avoir ce petit cocon d'osmose, d'écoute, de bienveillance sexuelle et intime. Mais pour créer ça, ça demande un peu de taf quand même. C'est pas complètement inné. On rencontre quelqu'un, la première fois qu'on est nu avec, ça y est, tout est bien. Alors ça arrive, mais c'est quand même moins courant. Donc le fait de se connaître soi-même, ça permettra de raccourcir ce temps en fait d'apprentissage de l'autre, de connaissance de l'autre, et du coup de mise en confiance du tout. Et donc oui, je pense que c'est vraiment essentiel. Et puis c'est top aussi d'avoir un moment à soi. Tout simplement, en fait, c'est quand même génial de se dire que on a un moment pour être avec soi-même et s'aimer et découvrir que tiens, j'adore cette partie-là de mon corps, celle-là je l'aime moins, mais elle réagit bien. Enfin, c'est essentiel. On dit toujours aux gens qu'il faut avoir une soupape de décompression, faire des activités qu'on aime, qui nous font du bien. Mais qu'est-ce qui fait plus de bien que la masturbation? C'est- c'est quand même une machine à plaisir qu'on a sur soi. Il y a quand même pas mal d'avantages à la masturbation, peu importe la manière dont on le fait, mais ça aide à déstresser, ça aide à s'endormir, ça aide contre les douleurs. Eh ben, profitons-en. Ça fait passer les migraines et tout ça. Non, t'as raison, ça a quand même pas mal d'avantages. Exactement, il faut en profiter. C'est voilà, si ça peut aider, justement, avant on parlait de menstruation, et cetera, ça peut chez certaines personnes, on a quand même beaucoup de retours comme quoi ça fonctionne. C'est de la libération d'endorphines, c'est quand même une drogue qui est juste dans notre corps. Donc, passons déjà par ça, en fait, avant de passer à d'autres médicaments ou d'autres pratiques qui peuvent être compliquées. Au moins avec soi, on est sûr, entre guillemets, de pas être déçu. C'est Donc une bonne remarque, je trouve. ça simplifie beaucoup les choses. Après, j'inclus aussi les personnes pour qui la masturbation n'est pas agréable et c'est pas grave, c'est pas un problème. Ou les personnes qui sont pas à l'aise ou qui ont du mal et qui trouvent pas leur plaisir dans cet acte. Mais c'est pareil, c'est seulement un acte, on n'est pas obligé. Mais majoritairement, c'est plutôt agréable et un bon moment à passer avec soi. Donc, essayons, voyons, et si ça fonctionne, continuons. Ouais, je trouve ça important aussi d'être dans cette, voilà, cette découverte de soi, cette exploration de soi. Et puis au fur et à mesure, comme tu le disais, hein, qu'on évolue aussi dans notre maturation, dans notre vie, au fil de nos expériences, de notre, voilà, de ce qui se présente à nous dans notre vie. Ça peut être intéressant justement d'avoir cette connaissance de soi à divers niveaux pour justement travailler sur son épanouissement personnel, mais sur tous les plans en fait, pas uniquement faire le focus sur un domaine ou sur un autre. Alors,
Là, on évoquait plutôt le fait de couples qui se créent, de choses un petit peu plus naissantes, quand au Mmh. contraire, ça fait très longtemps qu'on est avec une personne. J'ai des amies, ça fait 20, 30 ans qu'elles sont avec leur amoureux, parfois qui a été d'ailleurs le tout premier amoureux. Heu, et qu'on a envie, bah, justement, comme on le disait, hein, d'être dans ce renouvellement, de pas s'installer dans quelque chose qui soit un peu en mode, pilotage automatique où, bah, voilà, on se connaît bien, je sais ce que tu aimes, tu sais ce que j'aime, donc ça devient, facile, mais ou peut-être parfois, et je dis vraiment parfois parce que c'est pas le cas pour tous et heureusement et c'est génial aussi, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde, où il y a un peu ce côté, où justement, comme tu le partageais, il y a plus l'enthousiasme, il y a plus la surprise, il y a plus le petit truc qui fait que j'ai l'impression d'avoir encore des choses à découvrir. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes justement qui sont ensemble, bah, depuis un certain temps, qui ont envie, de se renouveler, qui ont envie de remettre, du peps, justement ce désir de nouveau avoir un peu des papillons dans le ventre? Mais qui savent pas forcément, comment s'y prendre et qui ont pas forcément non plus envie de partir, dans des trucs super exotiques. Je pense que la première chose, c'est de, préciser exactement, hem, la demande. C'est-à-dire que quand il y a une lassitude, ça peut être, la manière de faire ou le temps ou le partenaire ou enfin voilà, ça peut être, plein de choses différentes. Donc déjà, bien identifier, les domaines, sur lesquels on peut agir et à partir de là, heu, ben, pareil, discuter de idéalement, vraiment partir dans le top du top, dans l'utopie totale, mais idéalement, qu'est-ce que tu aimerais? Si, par exemple, tu n'étais pas avec moi, tout bête, à ton âge, parce qu'en soi, si on s'est rencontrés quand on avait 15 ou 20 ans, la personne de 40 ans, 45 ans plus tard, enfin, c'est pas la même. Donc on s'est rencontrés, on a grandi ensemble, mais si tu n'étais pas avec moi, idéalement, qu'est-ce que tu aimerais, toi, avec ta personnalité d'aujourd'hui? Et à partir de là, voir comment, on peut imbriquer ça dans la relation actuelle. Il y a un milliard de choses à faire, hein, souvent on entend, tester des nouvelles pratiques, tester des nouvelles positions, des nouveaux lieux, créer des jeux, porter des costumes. Il y a ça peut être ça, ça peut très bien aussi être, ouvrir le couple. Alors, c'est pas forcément le cas de tout le monde n'a pas envie de ça, loin de là, mais le fait, d'amener justement un nouveau sentiment, de rencontre sans forcément passer à l'acte, ça peut aussi, amener un certain, émoustillement qui est différent. Le fait de, relancer la séduction, que ça soit avec son partenaire ou avec quelqu'un d'autre, les limites, elles sont à définir, dans le couple. Mais, le fait de se sentir séduisant pour d'autres gens, ça peut aussi nous ramener à finalement mon partenaire, c'est quand même la personne que j'ai choisie et c'est pas pour rien. Ça peut amener ces petites choses-là. Moi, je connais beaucoup de couples qui se sont sentis à l'aise dans le fait de, voilà, d'ouvrir leur couple, que ça soit ensemble ou chacun de son côté, mais ça permettait de vivre d'autres expériences relationnelles qui, n'engageaient aucune complication dans le couple socle, parce qu'en fait, il était très solide et du coup, ça permettait juste à chacun de vivre des petites parenthèses d'autres choses. Mais voilà, il y a plein de choses à faire, évidemment, le couple non exclusif n'est pas une solution, à la lassitude et à l'habitude, des couples à long terme, c'est vraiment pas ce que je dis. Mais c'est des questions à poser. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et est-ce qu'on le fait ensemble ou est-ce qu'on le fait chacun de son côté pour se retrouver après? Il y a aussi ce truc-là, est-ce que finalement on peut pas se séparer pour se manquer et se retrouver? Il y a plein de solutions, il y a plein de choses à essayer et je pense que quand on en arrive justement au ça fait tellement de temps qu'on est ensemble, qu'on se connaît par cœur, ça veut dire qu'on est capable d'essayer des choses sans que ça nous mette en danger et je trouve que c'est un très beau moment de vie de se retrouver là, à se dire, «Je suis avec une personne avec qui, je suis, sûre et certaine, que je peux tout dire et tout faire et qu'il n'y aura pas de problème et qu'on pourra en discuter et trouver des choses à faire ensemble
Et c'est pareil, je pense qu'il faut remercier ce moment et être fier d'en être arrivé là, parce que c'est superbe quand même d'être stable là-dedans. Et du coup, de ne pas avoir peur d'essayer des choses très excentriques, au final, qui juste nous est passé par la tête un jour et le tenter, tout simplement. Et ça peut être évidemment sexuel, parce qu'en fait, je me rends compte que là, je suis en train de parler de ça, mais en vrai, ça peut être aussi complètement en dehors de l'intimité, mais qui va provoquer des émotions, enfin voilà, des sentiments forts. Je sais pas, ça peut être une activité à sensation forte qu'on décide de faire en couple. Voilà, juste trouver, qu'est-ce qui nous excite? Je pense que c'est ça aussi qui donne cet élan de vie. C'est ce qui nous excite, ce qui nous donne envie, ce qui nous motive à nous lever le matin. Donc, ça peut être évidemment sexuel, évidemment émotionnel, mais ça peut aussi être plein d'autres choses. Donc, trouver ensemble quelque chose qui nous excite, voir si on a envie de le faire ensemble ou séparément pour avoir l'occasion de se le raconter. C'est un petit peu le problème des longs couples, je dirais, c'est que quand on vit toujours ensemble, qu'on a les mêmes amis, qu'on fait les mêmes choses, c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a plus grand-chose à se dire. Et si c'est ça qui nous manque, et ben, c'est facile, il suffit de vivre des trucs l'un sans l'autre et puis de se le raconter une fois à la maison. Donc il y a de ça et je pensais tout à l'heure, justement à quand tu disais par rapport aux enfants, parce qu'il y a aussi ça, quand le couple change, parce que, quand on a un enfant, il y a à peu près tout qui change et je pense que ça rejoint un petit peu, les longs couples dans le sens où il faut pas hésiter à prendre des rendez-vous intimes. Ça paraît bête parce qu'en vrai, on valorise la spontanéité. Alors la spontanéité, c'est magnifique quand on a 20 ans. C'est superbe, en début de couple, quand on est, dans la phase lune de miel. Alors, oui, il y a quelque chose de très magique dans la spontanéité, mais ça fait pas tout et ça peut être très intéressant d'avoir des rendez-vous, de prendre des vrais temps dédiés à ça, surtout quand on a des enfants où justement tout est réglé. Donc on peut réussir à trouver un moment pour ça. Ça permet d'utiliser le fantasme aussi de ouh là là, mardi 18h, ça arrive, je suis impatiente. Il peut y avoir ça. Ça peut être aussi l'opportunité de se dire ok, on a pris 1 heure juste pour faire ça. Donc dans cette heure, on va essayer des nouvelles choses. Donc c'est juste dédié à ça. Et je pense que dans les couples à long terme, ça peut être aussi ça, en fait, de prendre un temps, plutôt que ça vienne comme ça tout seul, mais de prendre un vrai temps où on décide que tel jour, de telle heure à telle heure, on fait que se caresser. Tel jour, de telle heure à telle heure, on prend un temps pour découvrir le tantrisme ou je ne sais quelle pratique, voilà. Et ça permet aussi de relancer cette excitation ensemble, de consciemment avoir un temps dédié. Comme ça, notre cerveau et notre corps vont être beaucoup plus reliés. Et, et oui, ça permet de favoriser en fait la nouveauté tout en restant dans le quotidien sans forcément tout chambouler. Et, euh, et puis c'est cool en fait de dédier des choses tout simplement, de dédier un temps à nous, au couple, même, je sais pas, ça peut être un temps où pendant 1 heure, on ne parle que de notre sexualité des débuts, quand on s'est rencontrés. Ça permet de se dire, mais on a fait tout ça, et finalement, est-ce que ce qu'on vit maintenant, c'est mieux ou moins bien? Ou finalement, on est très bien? Et si on retentait un truc qu'on avait fait? Enfin voilà, ça permet de consolider aussi sur la temporalité. Je pense que ça peut être très intéressant. Mmh. J'aime beaucoup ce que tu partages et je te remercie pour ça dans la notion d'excitation de façon générale ou dans, voilà, dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi vous faites ce que vous faites, de quelle manière ça vous anime, de quelle manière ça vous fait vibrer, de quelle manière ça a du sens pour vous. Et je trouve à ce niveau-là, la sexualité, c'est vraiment un miroir, un exhausteur, tu vois, un petit peu de tout ça. Et je trouve ça vraiment intéressant de s'y intéresser et de ne pas subir sa sexualité et au contraire d'en être vraiment actrice, d'être dans cette initiative de qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour moi, qu'est-ce que j'ai envie que ça m'apporte, de quelle manière c'est un plus et pas une énième contrainte où j'ai l'impression de devoir faire ceci, de devoir faire cela, de devoir être comme ça, ou voilà, de devoir simplement avoir une sexualité si toutefois ça m'inspire pas ou que j'en éprouve pas un besoin particulier. Je trouve ça vraiment très inspirant ce que tu partages et je te remercie pour ça. Alors justement, à travers tout
ce parcours-là d'accompagnante. Je t'ai pas posé la question au début, mais pourquoi tu as choisi ce domaine-là, en fait? Qu'est-ce qui, pour toi, justement, faisait sens dans le fait d'accompagner les personnes dans ce domaine de l'intimité? Je pense que j'ai mis très longtemps, en fait, à accepter que j'avais envie de faire ça. J'ai toujours été très intéressée par le domaine sexuel, mais comme dit, c'est un domaine qui est tellement encore tabou que quand on est une jeune femme qui s'intéresse à ça, on se pose quand même des questions sur soi, de: «Est-ce que finalement j'ai un problème ou pas?» Et je me suis posé longtemps la question. Donc j'ai fait des études différentes. J'ai fait des études en théâtre, en art-thérapie. Je me suis intéressée, voilà, à l'art en tant que moyen d'expression. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, ben, ce qui m'intéressait dans l'art, c'était quand même le rapport au corps et le fait que peu importe ce que je faisais, même artistiquement, je revenais toujours dans ce domaine-là. Et je sais pas faire autrement en fait. Ça m'a toujours intéressé le fait que, heu, l'art, ce qui m'intéressait, c'est le fait qu'un humain crée pour un autre humain et qui crée avec quelque chose qui vient de lui et qui vient de son intimité émotionnelle et cetera. Et à partir du moment où j'ai accepté ça, je me suis dit: «Bon, on va arrêter de se mentir et ce domaine-là, il m'intéresse et pourquoi il m'intéresse?» Et en fait, j'ai compris qu'il m'intéressait parce qu'il est florissant en permanence, que l'intimité, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, alors que selon moi, c'est quand même quelque chose qui dirige beaucoup notre vie. Une personne qui n'est pas à l'aise avec elle-même et avec son intimité, ça rayonne malheureusement dans tous les domaines de sa vie. Hem et j'aimais le fait que ça soit toujours en mouvement. Que en plus, moi, j'arrive dans une génération, où, il se passe plein de choses dans ce domaine-là, en ce moment. Il y aura toujours des choses à apprendre, des choses à faire, des, mmh, des choses à apprendre et hem et je crois que j'avais envie de travailler avec les gens, dans des endroits où ils ont pas forcément l'habitude d'aller et j'avais envie d'amener quelque chose de très, safe et de très, bah, encore une fois bienveillant pour leur dire: «Mais en fait, votre intimité, elle existe et laissez-la exister parce que ça ne va que vous apporter, des belles choses» et j'avais envie de travailler là-dedans et puis sincèrement, j'avais aussi envie de travailler dans tout ce qui est traumatique. Alors ça paraît peut-être, un peu particulier parce qu'il faut avoir, je dirais, le cœur et l'esprit bien solide, pour travailler avec ces sujets-là. Hem Et justement, je me disais qu'on n'était pas beaucoup, à avoir envie de le faire, à aller travailler, ben, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis spécialisée, dans l'inceste, par exemple. Ben, on n'est pas beaucoup à vouloir faire ça et je le comprends entièrement et je me dis: «Mais si personne le fait, ben, on n'avancera pas». Donc si moi je me sens à même de le faire, ben, je pense qu'il faut le faire, tout simplement et du coup, j'avais envie de, bah, de pouvoir mettre, on va dire quelque chose de voilà, d'apaisant et de positif et de pouvoir accompagner des personnes qui arrivent pas, en fait, à être accompagnées. Donc je pense qu'il y a eu tout ça, le fait d'avoir envie de travailler dans l'intimité pour tous les côtés positifs, d'avoir envie de travailler dans l'intimité pour malheureusement tout ce qui est traumatique et de manière personnelle, je pense que j'ai une relation qui m'a vraiment, changée dans le sens où, j'ai eu une sexualité pendant un temps que je trouvais, bien. Et puis un jour, j'ai rencontré, cette personne avec qui j'ai eu une très belle relation amoureuse et j'ai découvert une autre sexualité et là, je me suis rendu compte que j'avais une sexualité mais nulle, pas en termes, de performance, mais nulle parce qu'en fait, je me respectais pas du tout. Je respectais pas mes envies. J'acceptais des choses en pensant que c'était normal alors qu'en fait, on m'avait jamais posé la question. Enfin, toutes ces choses-là où en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais pas, ma sexualité pour moi, mais que je faisais ce qu'on m'avait appris à faire Mmh. et heu et grâce à cette personne et à la relation qu'on a eue, je me suis complètement épanouie dans ma propre sexualité. J'ai appris à dire non,
ce qu'on n'apprend pas beaucoup aux femmes, en vrai, à faire. Même si aujourd'hui, évidemment, ça tend à changer. En tout cas, ma génération, on m'a pas appris à dire non. On m'a pas appris à dire: «Mais en fait, ça, tu dois le demander avant toute chose». Hem et cette personne, en fait, m'a vraiment appris ça, à, à accepter qui j'étais, à exister en tant que partenaire et non pas exister en tant qu'objet sexuel et ça m'a changé la vie et après j'ai grandi et j'ai eu, d'autres relations, d'autres partenaires et je me suis rendu compte que waouh, ma vie, elle est tellement mieux maintenant et je me suis dit: «Mais si moi j'ai réussi à arriver là, mais j'ai envie que les autres y arrivent aussi». Tout simplement, de alors je leur souhaite de trouver des partenaires, qui les amènent à ça, mais en fait, j'ai envie que les gens, bah, ils soient leur propre partenaire, idéal pour, trouver, cet épanouissement et heu et ouais, je pense que c'est ce qui m'a motivée, en fait, à vraiment me lancer, à me dire, «On s'habitue à certaines choses. Quand c'est pas mal, on s'habitue à ça» et je pense qu'on devrait jamais s'habituer aux moyens. On devrait toujours, espérer, l'extraordinaire, le l'exaltant, le voilà, comme tu disais, la vibration, ce qui nous réveille et pas juste rester dans le: «Bof, c'est pas trop mal». Il y a des gens qui peuvent se sentir bien dans le confort du pas trop mal et tant mieux et je leur souhaite, de continuer à être comme ça. Mais je pense qu'on est plus nombreux à se sentir mieux dans l'extraordinaire et l'extraordinaire, bah, en fait, on le connaît pas tant qu'on ne laisse pas une porte ouverte à son existence et encore plus dans la sexualité. Donc le fait de pouvoir, travailler avec des gens en leur disant: «Ce que vous me dites, c'est bien, mais je vous assure qu'il y a mieux, qu'il y a autre chose derrière et que vous pouvez acquérir mieux et que vous pouvez, espérer mieux et être, complètement, dévasté de bonheur, à travers ce domaine-là». Ben, ça me faisait un petit peu du bien, aussi, égoïstement de pouvoir agir à ce niveau-là et je pense que mon métier regroupe vraiment les 2. C'est que je suis ravie de travailler avec des gens et je suis ravie pour moi aussi de me lever tous les matins et de me dire, «OK, encore une journée, on va pouvoir changer, un peu les choses et permettre aux gens d'être heureux». Il y a assez de trucs nuls, dans la vie qui nous rendent tristes. Donc si on pouvait être, la personne qui fait en sorte que le monde entier se sente bien, et ben, travaillons là-dessus. Je suis persuadée que à chaque échelle, on arrive à changer les choses. Je me dis que si moi j'ai une de mes patientes qui se sent mieux, ben, son couple il ira mieux, son partenaire ira mieux et elle aura envie que ses copines aillent mieux et ainsi de suite et au bout du compte, ben, on sera tous heureux. Mmh. Mieux en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Ça me touche vraiment énormément ce que tu partages et je sais plus qui c'est qui disait ça, d'aller chercher l'extra dans l'ordinaire, justement. Et ça rejoint exactement ce que tu disais, d'arrêter de se contenter, d'arrêter d'avoir cette petite voix qui nous dit: «Non mais c'est bon, tu arrêtes de faire ton éternelle insatisfaite, c'est déjà bien ce que tu as, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux encore à aller chercher à droite, à gauche?» et cetera. Mais c'est d'avoir cette gourmandise de la vie et je trouve ça beau. Je pense que voilà, j'ai pas besoin de faire de dessin à qui que ce soit pour savoir comment on fait les bébés, mais à la base, c'est ça, c'est un acte créateur quand même. Donc après, voilà, Mmh. on fait chacun nos choix et aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir justement mettre ces pratiques-là juste pour notre propre plaisir, pour notre propre épanouissement personnel et ne pas forcément être dans un acte de conception, quel qu'il soit. Donc comme tu dis, si ça nous fait du bien, mais pourquoi se priver à un moment donné? Puis pourquoi se mettre des Exactement. barrières? Pourquoi devoir, cloisonner les choses? Moi, c'est vrai que j'ai eu souvent, cette image de, alors peut-être plus mes grands-parents, mais cette image de faire les choses par devoir, faire les choses parce que, comme tu dis, hein, on n'a pas appris on n'a pas appris à être égoïste quelque part, tu vois? On n'a pas appris Mmh. à prendre son pied parce que, ça nous faisait plaisir et puis de la façon dont on a envie de l'explorer et puis se donner cette liberté, en fait. Et c'est vrai que c'est là que je te disais tout à l'heure, pour moi, ça rejoint vraiment, tous les domaines de la vie et je trouve que la sexualité cristallise un peu ça, le la liberté qu'on se donne d'être qui on a envie d'être dans sa vie. Et je trouve ça très beau ce que tu partages et je te remercie et je trouve ça, vraiment inspirant qu'il y ait tout ce sens derrière, derrière ce que tu fais. Et puis comme, voilà, comme tout, thérapeute ou accompagnant en général, on en apprend beaucoup aussi à travers les histoires de nos clients, à travers ce que les personnes nous partagent et à travers l'humain.
de façon générale, et je trouve ça vraiment très beau. Donc vraiment merci beaucoup pour ça. Comment on fait justement, Gaëlle, si on a envie que tu nous tiennes un petit peu la main pour aller s'explorer, parce que peut-être que tout seul on n'ose pas, qu'on ne sait pas comment s'y prendre, que voilà, qu'on n'a pas trouvé forcément la bonne personne, et puis que du coup ce que tu partages fait écho, en tout cas d'une façon ou d'une autre. Comment on te retrouve aujourd'hui? Alors, déjà, on peut retrouver, du coup, comme je disais tout à l'heure, le magazine qui donne une très bonne base, de réflexion, d'information, de pédagogie et de trucs très fun. On va pas se mentir, hein, c'est aussi l'idée, voilà, d'avoir un endroit, intéressant où, on peut parler, de sexualité, comme on en parle, alors c'est peut-être un peu cliché, mais c'est parce que c'est mon cas, mais comme j'en parle le samedi soir, avec mes copines, autour d'un verre, voilà, c'est un petit peu cette ambiance-là. Donc déjà le magazine qui s'appelle Le Cul bordé de nouilles. Donc vous pouvez retrouver leculbordédenouilles.fr où vous avez directement le site. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, notamment sur Instagram où on est très prolifique. Sur Instagram, vous pourrez retrouver aussi tous les autres liens liés au magazine. Donc le site, mon site perso de thérapie, tous les goodies qu'on a mis en place et puis nos partenaires, etc. pour un accompagnement complet. Donc, le Cul bordé de nouilles magazine, vous le trouvez très facilement. Et pour prendre du coup rendez-vous avec moi pour une consultation, vous pouvez passer par Instagram, sur le site du magazine où moi je pourrais vous répondre, ou alors directement via mon site de thérapie, où je te donnerai le nom. Je ne vais pas l'épeler, ça va être long, mais je te le donnerai. Et là, vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a juste à m'envoyer un mail, et puis on se décide entre nous. Et si je peux me permettre, juste pour parler thérapie en termes de pratique, j'ai mis en place quelque chose qui me tient à cœur et du coup, je veux juste en parler une minute. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas faire de thérapie parce que ça coûte cher. Et c'est normal parce que malheureusement, encore aujourd'hui en France, ça reste un luxe de faire de la thérapie et qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, j'ai mis en place un tarif solidaire, c'est-à-dire que j'ai des prix fixes idéaux, j'y arriverai jamais, hein. Voilà, il y a des prix fixes de base pour moi, mais les personnes qui ne pourraient pas payer ça, eh ben, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un mail et on discutera ensemble du prix qu'ils peuvent mettre ou pas. J'ai des patientes qui payent quand elles peuvent, j'ai des patientes qui payent ce qu'elles peuvent, et je préfère ça vraiment à des personnes qui s'empêcheraient en fait d'aller mieux, encore plus dans ce domaine, par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc vraiment, s'il y a des personnes qui n'osent pas me contacter, qui n'osent pas essayer une thérapie pour des raisons financières, alors ne vous en faites pas, contactez-moi et on trouvera une solution ensemble pour qu'on arrive à trouver une entente pour que la thérapie soit accessible. Et ça, c'était vraiment un point qui était essentiel pour moi. Je travaille et je milite pour que la thérapie soit accessible à tous parce que c'est essentiel d'aller bien. Donc voilà, ne pas hésiter à me contacter et on s'arrangera et on trouvera ensemble des solutions. Je te remercie beaucoup pour ça. C'est quelque chose sur lequel je te rejoins complètement. Faites de qui vous êtes et de votre bien-être une priorité. C'est Absolument. vraiment, vraiment important. Et comme tu le disais, si chacun prenait le temps, parce qu'on n'a tous pas le temps, on a tous plein d'excuses, on a tous plein de trucs. Mais si chacun décidait de prendre le temps de prendre soin de soi, justement, à divers niveaux d'ailleurs, que ce soit voilà, au niveau de votre intimité comme de plein d'autres choses. Mais prenez ce temps, si ça vous parle, si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Effectivement, il n'y a jamais d'obligation à quoi que ce soit sur le principe. Mais peut-être que si vous nous regardez, c'est peut-être pas un hasard. Et puis peut-être que s'il y a d'autres choses qui vous font écho, c'est que c'est le bon moment pour vous. En tout cas, voilà, peu importe ce que vous choisissez, choisissez avec en âme et conscience, comme on dit. Mais merci pour ça, parce qu'effectivement, c'est hyper important et je te rejoins complètement sur le fait que ça ne devrait pas être un luxe. Au contraire, c'est ce qui devrait être vraiment primordial, prioritaire, essentiel. Donc, occupez de vous, c'est très important.
Merci du fond du cœur, Gaëlle, pour tout ça, parce que du coup, je te connaissais un petit peu via déjà ton magazine et puis ce que tu m'avais partagé, mais j'ai été ravie d'en apprendre davantage sur toi, d'en apprendre davantage sur ta pratique, d'en apprendre davantage sur l'humaine, j'ai envie de dire, au-delà de la professionnelle. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce que tu nous as partagé, pour tout ce dont tu oses parler aussi de façon générale, parce que comme tu le disais, on ne le dira jamais assez, il y a trop de tabous et on est des êtres naturels, j'ai envie de dire. On est des êtres vivants, on est des êtres parfois très complexes, mais c'est important justement d'arriver à mettre tellement plus d'amour, de tolérance, de bienveillance et de fluidité dans notre vie par rapport à qui on est, par rapport à qui on devient, par rapport à qui on a envie d'être, par rapport à ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas, par rapport à nos limites de façon générale, et puis comment on s'autorise aussi parfois à les dépasser ces limites quand c'est OK pour vous de la manière dont on a envie de le faire. Merci du fond du cœur pour ça. Bah, merci à toi. Merci beaucoup, en tout cas de m'avoir donné, l'opportunité de parler et de présenter tout ça et je pense que ton travail est tout aussi important de voilà, de visibiliser en fait, les personnes qui font des choses pour les autres, de visibiliser les femmes. Évidemment, on ne dira jamais assez qu'on est, une très, très, très grosse et belle source, d'innovation et d'avancement dans le monde. Donc c'est magnifique de pouvoir nous mettre en avant et je te rejoins complètement, là-dessus. De soyez heureux, soyez heureux, soyez libres, soyez vivants de la manière dont vous le souhaitez. C'est le plus important, c'est ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Faites vos propres codes, faites votre propre morale, et ne vous basez pas sur ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous montre ou voilà. Juste basez-vous sur vous pour être épanoui. On a que ça en fait, être heureux. C'est c'est tout ce qu'on peut et c'est tout ce qu'on peut faire et on peut travailler que là-dessus. Des galères, il nous en arrivera toujours, des problèmes, il nous en arrivera toujours, des voilà, des choses affreuses, il y en arrivera toujours. Donc nous, avec nous-mêmes, on va déjà commencer par être bien et plus on sera bien et plus les autres seront bien et plus on arrivera à être dans quelque chose de plus apaisé, de plus satisfaisant et d'arriver très, très vieux en se disant: «Waouh, qu'est-ce que j'ai bien vécu!» Ça fait quand même rêver, quoi. Ouais, carrément. Tous les liens de Gaëlle seront sous la vidéo, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer pour la retrouver directement, que ce soit à travers le magazine ou pour prendre un rendez-vous, en tout cas pour échanger, voir ce qui est possible de faire pour vous, dans quelle démarche vous avez envie de vous engager. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour ce moment-là. J'espère que ça vous aura vraiment inspiré, que vous aurez envie de partir dans cette exploration-là, que ce soit pour vous ou en couple, ou de faire partager aussi votre entourage, pourquoi pas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et puis surtout vous abonner pour que je puisse vous partager encore plus de personnes inspirantes, encore plus de féminine attitude, encore plus d'inspiration. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt pour une prochaine interview.